Il est tard le soir. Tu viens d'éteindre la télévision après avoir regardé une série pendant 3 heures sans vraiment la suivre. La maison est calme, trop calme. Tu poses ton téléphone sur la table de nuit après un dernier tour rapide sur les réseaux sociaux pour voir la vie parfaite des autres. L'écran s'éteint et plonge la pièce dans le noir. Et c'est là, précisément à cet instant, que ça te frappe. Ce n'est pas une douleur aiguë, ce n'est pas une tristesse qui fait pleurer. C'est pire que ça. C'est un silence assourdissant à l'intérieur de ta poitrine. C'est comme s'il y avait un trou béant là où devrait se trouver ton énergie vitale. Tu as l'impression d'être une coquille, une marionnette qui a fonctionné toute la journée par automatisme, souriant aux collègues, répondant aux emails, faisant les courses, mais qui, une fois les fils relâchés, s'effondre dans un néant gris. Tu te sens vide. Tu as tout ce qu'il faut pour être heureux sur le papier. Un toit, de la nourriture, peut-être un partenaire ou un travail stable. Pourtant, tu as cette sensation terrifiante d'être un spectateur de ta propre existence, de regarder ta vie passer derrière une vitre sans jamais pouvoir la toucher. Tu te demandes, est-ce que c'est tout? Est-ce que la vie, c'est juste ça? Ce sentiment de vide intérieur est l'épidémie silencieuse de notre siècle. Nous n'en parlons jamais ouvertement parce que nous avons honte. Comment oserions-nous nous plaindre alors que nous vivons dans un confort matériel que nos ancêtres n'auraient même pas pu imaginer dans leurs rêves les plus fous? Nous avons accès à tout le savoir du monde, nous pouvons voyager, nous pouvons manger des fruits exotiques en hiver. Et pourtant, les statistiques sont là, implacables. Jamais une civilisation n'a consommé autant d'antidépresseurs, jamais le sentiment de solitude n'a été aussi intense au milieu de villes surpeuplées. Si tu ressens ce vide, sache d'abord que tu n'es pas fou et tu n'es pas ingrat. Tu es simplement humain dans un monde qui a oublié comment nourrir l'âme humaine. Ce vide n'est pas un défaut de fabrication, c'est un signal d'alarme. C'est le voyant rouge sur le tableau de bord de ta voiture qui clignote pour te dire « Attention, tu n'es plus aligné, tu t'es perdu en chemin. » Pour comprendre l'origine de ce vide, il faut regarder comment nous vivons. Nous avons construit une société basée sur la distraction permanente. Depuis ton réveil jusqu'à ton coucher, tu es bombardé d'informations, de bruit, de publicité, de notifications. Nous avons une peur panique du silence. Blaise Pascal, un philosophe brillant, disait déjà il y a plusieurs siècles que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Aujourd'hui, cette phrase est plus vraie que jamais. Dès que tu as une seconde de libre, dans l'ascenseur, aux toilettes, dans une file d'attente, tu sors ton téléphone. Pourquoi? Parce que si tu ne le faisais pas, tu serais obligé de te retrouver seul avec toi-même. Et cette confrontation te terrifie. Tu as peur de regarder à l'intérieur et de n'y rien trouver. Alors, tu te gaves. Tu te gaves de nourriture que tu n'as pas faim de manger. Tu achètes des vêtements dont tu n'as pas besoin. Tu regardes des vidéos qui ne t'intéressent pas. Tu essaies de remplir un trou spirituel avec des choses matérielles. C'est comme essayer de remplir un panier percé avec de l'eau. Tu peux verser autant que tu veux, ça finira toujours par se vider et tu resteras assoiffé. Ce comportement de fuite crée ce que les stoïciens appelleraient une aliénation. Tu deviens étranger à toi-même. Tu passes ta vie à jouer des rôles. Au travail, tu portes le masque de l'employé modèle, compétent et sérieux. Avec tes amis, tu portes le masque du bout en train ou de celui qui va bien. En famille, tu portes le masque de l'enfant sage ou du parent responsable. Tu changes de masque 10 fois par jour pour plaire aux autres, pour être accepté, pour ne pas faire de vagues. Mais à force de porter des masques, le visage qui est dessous commence à s'effacer. Tu finis par oublier qui tu es vraiment. Tu ne sais plus ce que tu aimes réellement, tu sais juste ce que la société dit que tu devrais aimer. Tu ne sais plus quelles sont tes valeurs, tu connais juste les règles du jeu social. Le vide que tu ressens, c'est l'écho de ton vrai moi qui a été bâillonné et enfermé à la cave depuis des années. C'est la distance grandissante entre la personne que tu montres au monde et la personne que tu es au fond de tes tripes. Plus cet écart est grand, plus le vide est profond. Il y a aussi une autre promesse brisée qui cause cette souffrance, le mythe de la réussite. Depuis l'enfance, on t'a donné une carte au trésor. On t'a dit, travaille bien à l'école, obtiens ce diplôme, trouve un bon job, marie-toi, achète une maison, pars en vacances 2 fois par an, et là, tu seras heureux. Tu as suivi la carte. Tu as coché les cases, une par une, avec discipline. Tu as peut-être atteint tous ces objectifs. Tu es arrivé au sommet de la montagne, tu as planté ton drapeau, tu as regardé autour de toi et tu as réalisé avec horreur qu'il n'y avait rien. Pas de feu d'artifice,
Pas de sentiment de plénitude durable, juste le vent froid et la fatigue de l'ascension. C'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, ou de la trentaine, ou même du quart de vie. C'est le moment brutal où tu réalises que le script qu'on t'a vendu était faux. Tu as passé ta vie à courir après des symboles de bonheur au lieu de cultiver le bonheur lui-même. Tu as confondu le plaisir, qui est temporaire et vient de l'extérieur, avec la joie qui est durable et vient de l'intérieur. Et maintenant, tu es assis au milieu de tes trophées, et tu te sens plus seul que jamais. Ce vide est aussi le symptôme d'une déconnexion profonde avec le moment présent. Tu ne vis presque jamais ici et maintenant. Ton esprit est une machine à voyager dans le temps, mais une machine défectueuse. Soit tu es dans le passé, à ruminer tes regrets, à te repasser le film de tes erreurs, à ressentir de la nostalgie pour une époque révolue. Soit tu es dans le futur, à angoisser pour des problèmes qui ne sont pas encore arrivés, à fantasmer sur une vie meilleure quand j'aurai plus d'argent ou quand je serai à la retraite. Pendant que ton esprit est ailleurs, ton corps est ici, en mode pilote automatique. Tu marches, tu manges, tu parles, mais il n'y a personne aux commandes. La vie te traverse sans te toucher. Tu es comme un fantôme qui hante sa propre maison. C'est cette absence de présence qui donne à la vie ce goût de carton-pâte, cette impression que tout est fade, gris et sans saveur. Sans attention, il n'y a pas d'expérience réelle. Et sans expérience réelle, on se sent vide. Les stoïciens, comme Sénèque ou Marc Aurèle, avaient identifié ce mal il y a 2000 ans. Ils voyaient déjà leurs contemporains s'agiter dans tous les sens, courir après la gloire, l'argent et les plaisirs, et finir leur vie amère et vide. Sénèque appelait cela l'agitation stérile. Il disait que beaucoup de gens ne vivent pas, ils ne font que durer. Ils existent, mais ils ne vivent pas. Ils sont comme des objets flottants emportés par le courant de la rivière, heurtant les rochers, tournant en rond, sans jamais choisir leur direction. Le vide est le résultat direct de ce manque de direction, de ce manque de pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin, si tu n'as pas de boussole intérieure, alors aucune action n'a de sens. Tu peux être très occupé, tu peux avoir un agenda surchargé, et pourtant te sentir totalement inutile. L'occupation n'est pas l'accomplissement. Remplir son temps ne veut pas dire remplir son âme. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est le point de bascule de notre réflexion. Ce vide que tu ressens, aussi douloureux soit-il, est en réalité un cadeau. Oui, un cadeau. C'est ton âme qui est encore vivante. C'est la preuve que tu n'es pas complètement endormi. C'est une invitation au changement. Ceux qui sont vraiment perdus ne sentent même plus le vide, ils sont devenus des zombies consommateurs satisfaits de leur médiocrité. Toi, tu sens le vide parce que tu sais, au fond de toi, que tu es fait pour plus que ça. Tu sais que la vie a une profondeur que tu n'as pas encore explorée. Ce malaise est le moteur qui va te pousser à chercher, à grandir, à briser tes chaînes. Il ne faut pas essayer de reboucher ce trou avec encore plus de distractions, comme tu l'as fait jusqu'à présent. Il faut avoir le courage de s'asseoir au bord du gouffre, de regarder l'obscurité en face et de lui demander « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» Nous allons entamer ensemble un voyage de reconstruction. Nous n'allons pas chercher des solutions rapides, des patchs ou des astuces superficielles. Nous allons descendre dans les fondations de ton être pour comprendre comment tu as perdu ta vitalité et comment la retrouver. Nous allons devoir affronter des vérités inconfortables sur tes choix, tes relations et tes peurs. Mais je te promets que de l'autre côté de ce travail, il y a une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie pleine, dense, vibrante. Une vie où, quand tu éteins la lumière le soir, tu ne ressens plus le silence angoissant du vide, mais la paix sereine de celui qui est à sa place. Dans la prochaine partie, nous allons explorer les racines de ce vide qui remontent souvent à l'enfance et à la construction de notre identité. Nous allons voir comment nous avons appris à ignorer nos propres besoins émotionnels pour survivre et comment ce mécanisme de protection est devenu notre prison d'adulte. Préparez-vous, car nous allons commencer à enlever les premiers masques. Si nous voulons trouver la source de ce vide qui te ronge, nous devons remonter le temps. Nous devons retourner à une époque où tu n'avais pas de mots pour décrire ce que tu ressentais, une époque où ta survie dépendait entièrement des adultes autour de toi. Il y a une idée fausse très répandue en psychologie populaire qui dit que pour être traumatisé, il faut avoir vécu une catastrophe. On imagine des coups, des cris, de la violence, des scènes de guerre. Si tu as eu une enfance normale, avec un toit, des repas chauds et des parents qui ne te frappaient pas, tu te dis que tu n'as pas le droit d'aller mal. Tu te dis « Je n'ai aucune excuse, mes parents étaient gentils ». C'est précisément là que se cache le piège. Le vide intérieur ne vient pas nécessairement de ce qui t'est arrivé de mal,
traumatisme par action. Il vient souvent de ce qui n'était pas arrivé de bien, traumatisme par omission. C'est ce qu'on appelle la négligence émotionnelle infantile. C'est une blessure invisible, sans cicatrice, sans bruit, mais dont les ravages peuvent durer toute une vie. C'est le silence là où il aurait dû y avoir une conversation. C'est l'indifférence là où il aurait dû y avoir du réconfort. Imagine un enfant qui rentre de l'école, triste parce qu'il s'est disputé avec son meilleur ami. Il va voir son parent. Le parent, peut-être fatigué, stressé ou lui-même émotionnellement immature, répond « Arrête de pleurer. Ce n'est rien, tu t'en feras d'autres des amis. Sois fort. » À cet instant précis, quelque chose se brise silencieusement. L'enfant reçoit un message codé dévastateur. Tes sentiments ne sont pas importants. Ta tristesse est un problème pour les autres. Si tu veux être aimé, tu dois cacher ce que tu ressens. L'enfant, dont l'impératif biologique est de rester attaché à ses parents pour survivre, n'a pas le choix. Il doit s'adapter. Il ne peut pas changer ses parents, alors il se change lui-même. Il prend ses émotions, sa colère, sa peur, sa joie exubérante, et les enferme dans une boîte au fond de son esprit. Il commence à construire un masque, une personnalité de façade conçue pour plaire, pour ne pas déranger, pour être facile. C'est la naissance de ce que les psychologues appellent le faux self. Le faux self est un mécanisme de survie brillant. C'est un bodyguard, il est là pour protéger l'enfant vulnérable du rejet. Il apprend très vite ce que les autres attendent. Si je suis sage, maman sourit. Si j'ai des bonnes notes, papa est fier. Si je ne fais pas de bruit, on me laisse tranquille. Petit à petit, tu deviens un expert en caméléon. Tu apprends à scanner l'humeur des autres avant même d'entrer dans une pièce. Tu deviens hyper empathique, non pas par compassion, mais par vigilance. Tu dois savoir ce que l'autre ressent pour adapter ton masque et éviter le conflit. Tu deviens l'enfant modèle, l'ami serviable, l'élève parfait. De l'extérieur, tout a l'air impeccable. Les gens disent de toi « Quel enfant facile, quel plaisir !» Mais à l'intérieur, une tragédie se joue. Pour maintenir ce faux self en place, tu as dû couper le lien avec ton vrai self. Tu as dû anesthésier tes propres besoins. Tu as arrêté d'écouter ta petite voix intérieure parce qu'elle te mettait en danger. C'est ici que le vide commence à se creuser. Le vide, c'est l'espace laissé vacant par ton vrai self qui a déserté les lieux. C'est la distance entre l'acteur, ce que tu montres, et la personne, ce que tu es. En grandissant, ce mécanisme ne disparaît pas, il se solidifie. Tu arrives à l'âge adulte et tu te rends compte que tu ne sais pas qui tu es. On te demande « Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et tu paniques. Tu ne sais pas. Tu sais ce que tes parents voulaient, tu sais ce que ton patron veut, tu sais ce que ton partenaire attend. Mais toi, c'est le néant. Tu as passé tellement d'années à être le reflet des autres que tu as oublié ta propre forme. Tu es comme un miroir. Tu existes seulement quand il y a quelqu'un en face de toi à refléter. Quand tu es seul, il n'y a plus d'image, juste le vide du verre. C'est pour cela que la solitude est si insupportable pour ceux qui souffrent de ce syndrome. Se retrouver seul, c'est se retrouver face à la mort de sa propre identité. Cette coupure émotionnelle a un prix terrible, l'anesthésie générale. Tu ne peux pas choisir d'éteindre seulement les émotions négatives. Le bouton du volume est le même pour tout le système. Si tu baisses le volume de la tristesse et de la peur pour te protéger, tu baisses aussi, mécaniquement, le volume de la joie, de l'excitation et de l'amour. C'est pour cela que tu te sens vide et non triste. La tristesse est une émotion vivante, elle a une texture, elle fait pleurer. Le vide est une absence. C'est plat, c'est gris. Tu peux vivre des moments qui devraient être incroyables, ton mariage, une promotion, un voyage, et te sentir détaché, comme si tu regardais un film. Tu souris pour la photo, tu dis les mots qu'il faut dire, mais à l'intérieur, le cœur ne bat pas plus vite. Tu es devenu un spectateur de ta propre vie, enfermé derrière la vitre blindée que tu as construite pour te protéger quand tu avais 5 ans. Cette vitre t'a sauvé la vie jadis, mais aujourd'hui, elle t'empêche de la vivre. Les stoïciens nous mettent en garde contre cette vie d'acteur. Épictète disait « Combien de temps vas-tu attendre avant de réclamer le meilleur pour toi-même » Vivre à travers le faux self, c'est vivre en esclave de l'opinion d'autrui. C'est donner les clés de son âme à l'extérieur. C'est une trahison de sa propre nature. Chaque fois que tu dis oui alors que tu penses non, juste pour faire plaisir, tu creuses le vide un peu plus. Chaque fois que tu souris alors que tu as envie de hurler,
Tu rajoutes une brique au mur qui te sépare de toi-même. Nous appelons cela de la politesse ou de la gentillesse, mais c'est souvent de la lâcheté envers soi-même. C'est la peur panique d'être rejeté si l'on montre notre vrai visage. Nous sommes persuadés, au plus profond de notre inconscient, que si les gens voyaient qui nous sommes vraiment, avec nos défauts, nos colères et nos besoins, ils partiraient en courant. Alors nous continuons à jouer la comédie, et nous nous sentons de plus en plus seuls, car même si les gens nous aiment, ils aiment notre masque, pas nous. Nous ne nous sentons jamais vraiment aimés pour ce que nous sommes, puisque nous ne montrons jamais ce que nous sommes. Cette négligence émotionnelle crée aussi une faim insatiable. Puisque tu ne peux pas te nourrir de l'intérieur, par tes propres émotions et valeurs, tu cherches à te nourrir de l'extérieur. C'est la porte ouverte aux addictions et aux comportements compulsifs. Tu vas essayer de remplir ce vide par la nourriture, boulimie, par l'alcool, par le travail, workaholisme, par le sport à outrance ou par la validation sur les réseaux sociaux. Tu cherches un shoot de sensations pour te sentir vivant, pour briser la glace de l'anesthésie. Mais comme nous l'avons vu, rien de tout cela ne fonctionne durablement. Dès que l'effet se dissipe, le vide revient, plus béant qu'avant. C'est un puissant fond car tu essaies de résoudre un problème spirituel et émotionnel avec des solutions matérielles et chimiques. Il est crucial de comprendre que tes parents n'étaient probablement pas des monstres. Ils ont sans doute fait de leur mieux avec leurs propres blessures. Eux aussi ont probablement été des enfants négligés émotionnellement, qui ont construit un faux self pour survivre et qui t'ont transmis ce schéma sans même s'en rendre compte. C'est une chaîne transgénérationnelle de vide. Ils ne pouvaient pas t'apprendre à gérer tes émotions s'ils ne savaient pas gérer les leurs. Ils ne pouvaient pas te voir s'ils ne se voyaient pas eux-mêmes. Comprendre cela n'est pas les excuser, c'est arrêter de les blâmer pour commencer à se réparer. La colère contre le passé te maintient dans le passé. La compréhension du mécanisme te donne le pouvoir de le démonter. Tu n'es plus un enfant sans défense dépendant de leur regard. Tu es un adulte capable de devenir ton propre parent. Le chemin au sortir de ce vide commence par une prise de conscience brutale. Ce masque que tu portes est lourd, il t'étouffe et ne sert plus à rien. Le danger est passé. Tu n'as plus besoin de mentir pour survivre. Il est temps de commencer un travail archéologique. Il va falloir creuser sous les couches de « il faut »,« je dois », c'est comme ça, pour retrouver les restes fossilisés de ton vrai self. Ce petit enfant spontané, qui savait rire, qui savait dire non, qui savait ce qu'il aimait avant qu'on lui dise quoi aimer, il est encore là. Il est juste enfoui sous des tonnes de gravats émotionnels. Il attend que tu viennes le chercher. Mais comment faire concrètement? Comment reconnecter les fils coupés depuis 20 ou 30 ans? Comment réapprendre à ressentir quand on est anesthésié? Dans la prochaine partie, nous allons voir comment le vide se manifeste dans nos relations adultes, créant des dynamiques toxiques de dépendance ou d'évitement. Et surtout, nous commencerons à voir les premiers exercices pratiques pour briser la glace et inviter la vie à revenir dans ton corps. Préparez-vous, car le dégel peut être douloureux, mais c'est la seule voie vers la guérison. Il est fréquent de croire que le vide intérieur est une expérience solitaire, quelque chose qui se passe uniquement quand tu es seul dans ta chambre. Mais la réalité est bien plus cruelle. C'est souvent au milieu des autres que le vide est le plus douloureux. C'est dans les relations, amicales ou amoureuses, que les fissures de ton masque deviennent les plus visibles. As-tu déjà ressenti cette fatigue écrasante après une soirée entre amis ou un dîner de famille? Pas une fatigue physique parce que tu as dansé ou bougé, mais une fatigue de l'âme, une lassitude profonde. C'est l'épuisement de l'acteur qui vient de jouer une pièce de théâtre de 4 heures sans entracte. Tu as souri, tu as écouté, tu as opiné du chef, tu as ri aux blagues. Tu as été parfait. Et pourtant, en rentrant chez toi, tu as l'impression d'être une escroquerie. Tu te dis, s'il savait qui je suis vraiment, s'il voyait le néant à l'intérieur, il ne resterait pas. C'est le paradoxe tragique de celui qui se sent vide. Il a désespérément besoin des autres pour se remplir, mais il est terrifié à l'idée que les autres s'approchent trop près et découvrent la supercherie. Ce mécanisme de défense donne naissance à une personnalité que l'on appelle le people pleaser, ou celui qui veut faire plaisir à tout le monde. C'est une étiquette que l'on porte souvent avec une certaine fierté mal placée, pensant que c'est une preuve de gentillesse ou de générosité. Je suis trop gentil, dis-tu. Mais soyons brutalement honnêtes, le people pleasing n'est pas de la gentillesse. C'est de la peur déguisée. C'est une stratégie de survie, un marchandage inconscient. Le contrat secret que tu signes avec le monde est le suivant. Je vais être exactement ce que tu veux que je sois, je vais effacer mes besoins pour satisfaire les tiens. Et en échange, tu promets de ne jamais me rejeter et de m'aimer. C'est une transaction.
Tu achètes ta sécurité avec ta propre identité. Le problème, c'est que ce contrat est une arnaque. En t'adaptant constamment aux désirs des autres, tu deviens un caméléon. Un caméléon n'a pas de couleur propre, il prend la couleur de ce sur quoi il se pose. Si tu passes ta vie à prendre la couleur des autres, comment peux-tu ne pas te sentir vide? Il n'y a personne à la maison. Cette dynamique empoisonne tes relations amoureuses. Si tu te sens vide, tu vas chercher un partenaire non pas pour partager ta vie, mais pour la remplir. Tu vas chercher un sauveur ou une distraction. Tu vas peut-être tomber dans la dépendance affective, t'accrochant à l'autre comme une bouée de sauvetage, fusionnant totalement jusqu'à disparaître. Tu diras nous au lieu de je. Tu adopteras ses passions, ses amis, ses opinions. Ou alors, à l'inverse, tu deviendras fuyant, évitant, terrifié par l'intimité réelle car l'intimité demande de se montrer, et tu es persuadé que tu n'as rien à montrer. Dans les deux cas, l'amour véritable est impossible. L'amour est la rencontre de deux êtres entiers. Si tu es une moitié d'être cherchant une autre moitié pour te compléter, ce n'est pas de l'amour, c'est du parasitisme mutuel. Et le pire, c'est que même si l'autre t'aime, tu ne peux pas recevoir cet amour. Tu te dis, il aime mon masque, il aime le reflet que je lui renvoie, mais il ne m'aime pas moi. Le vide reste intact, protégé par la forteresse de tes mensonges. Le coût le plus élevé de ce comportement est le ressentiment. C'est la colère froide qui s'accumule année après année. Tu donnes, tu t'effaces, tu dis oui quand tu veux dire non. Et au fond de toi, tu tiens les comptes. Tu attends le retour sur investissement. Tu te dis, après tout ce que j'ai fait pour eux, ils devraient être reconnaissants, ils devraient deviner mes besoins. Mais personne ne devine tes besoins parce que tu ne les exprimes jamais. Alors tu deviens amer. Tu te sens exploité, incompris, victime de l'égoïsme des autres. Cette amertume est toxique. Elle pourrit ton intérieur. Elle transforme ta gentillesse de façade en une agressivité passive. Tu deviens cynique. Tu te dis que les humains sont ingrats. Mais la vérité, c'est que tu t'es exploité toi-même. Tu t'es porté volontaire pour être un paillasson, et tu en veux aux gens de s'essuyer les pieds dessus. Les stoïciens nous rappellent que nous sommes complices de notre propre asservissement. Personne ne peut t'utiliser sans ton consentement. Pour sortir de ce piège relationnel et commencer à remplir le vide, il faut oser une chose terrifiante, décevoir les gens. Il faut avoir le courage d'être méchant, du moins selon ta définition déformée de la méchanceté. Dire non, je ne veux pas venir ce soir. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, ça ne me convient pas. C'est un acte révolutionnaire. La première fois que tu poseras une limite, ton cœur battra la chamade, tu culpabiliseras, tu auras peur qu'on te déteste. Mais observe ce qui se passe. Le monde ne s'effondre pas. Les vrais amis restent et respectent ta limite. Ceux qui partent sont ceux qui profitaient de ta faiblesse. C'est un tri naturel et nécessaire. Poser une limite, c'est dessiner le contour de ton moi. C'est dire, je commence ici et je finis là. Sans limite, tu es comme un gaz, tu te dilues dans l'espace. Avec des limites, tu deviens un solide. Tu commences à exister. Le vide se remplit par la définition de tes frontières. Mais pour poser ces limites, encore faut-il savoir ce que tu ressens. Et c'est là que le bâtiment blesse. Comme nous l'avons vu, tu t'es coupé de tes émotions pour survivre. Tu souffres peut-être de ce qu'on appelle l'alexithymie, l'incapacité à mettre des mots sur tes sensations physiques. On te demande comment ça va, et tu réponds ça va, ou je suis fatigué. Fatigué n'est pas une émotion, c'est un état physique souvent utilisé pour masquer la tristesse ou la dépression. Il faut réapprendre la langue oubliée de ton corps. Les émotions ne sont pas des concepts intellectuels, ce sont des événements physiologiques. La peur, c'est le ventre qui se noue. La colère, c'est la chaleur dans le visage et les mains qui tremblent. La tristesse, c'est la gorge qui serre et les yeux qui piquent. La joie, c'est une ouverture dans la poitrine. Si tu veux te reconnecter à toi-même, tu dois descendre de ta tête pour habiter ton corps. Voici un exercice simple mais puissant, le scan météo. Plusieurs fois par jour, arrête-toi. Ferme les yeux. Ne cherche pas à analyser ta vie ou tes problèmes. Scannez juste ton corps. Où y a-t-il une tension? Est-ce que ta mâchoire est serrée? Est-ce que ton estomac est lourd? Ne juge pas, observe. Dis-toi, tiens, je sens une boule dans la gorge. Reste avec cette boule. Ne cherche pas à la faire partir. Demande-lui, qu'est-ce que tu es? Peut-être qu'elle te dira, je suis de la tristesse.
Peut-être je suis de la colère. Au début, ce sera flou, mais petit à petit, la connexion va se rétablir. C'est comme rallumer le courant dans une maison abandonnée depuis longtemps. Les lumières vont clignoter, ça va faire des étincelles, ça peut faire peur. C'est le dégel. Le dégel est douloureux. C'est inévitable. Quand on a été engourdi pendant des années, le retour de la sensation s'accompagne de picotements désagréables. En te reconnectant, tu vas peut-être pleurer pour des choses vieilles de 10 ans. Tu vas peut-être ressentir une rage immense pour des injustices passées. C'est bon signe. C'est la preuve que tu es en vie. C'est la preuve que le vide est en train d'être remplacé par quelque chose de réel. N'aie pas peur de ces émotions négatives. Elles sont les gardiennes de ta vitalité. Tu ne peux pas guérir ce que tu ne ressens pas. Les stoïciens ne prônent pas l'absence d'émotion, mais la non-submersion. Pour ne pas être submergé, il faut d'abord reconnaître la vague. En réapprenant à sentir, tu vas découvrir quelque chose de magique. Tu as des préférences. Tu vas découvrir que tu n'aimes pas vraiment ce job, que tu n'aimes pas vraiment cette musique, mais que tu adores peindre ou marcher en forêt. Ces petites préférences sont les miettes de pain qui te ramènent à la maison vers ton vrai self. Chaque fois que tu honores une préférence, non, je ne veux pas de café, je veux du thé, tu poses une brique dans le vide. Tu reconstruis ta maison intérieure. Tu cesses d'être un fantôme pour devenir une personne. Ce travail de reconnexion est la base. Mais une fois que la connexion est rétablie, une fois que tu sais qui tu es et ce que tu ressens, il reste une étape cruciale. L'être humain n'est pas fait pour être seulement une boule d'émotions connectée à elle-même. Il est fait pour le mouvement, pour l'action, pour le sens. Le vide ne se remplit pas seulement par l'introspection, il se remplit par la contribution. Il faut trouver une raison de se lever qui dépasse la simple survie ou la simple satisfaction de ses besoins. Dans la dernière partie de cette série, nous allons voir comment transformer cette identité retrouvée en une force motrice. Nous allons parler de la quête de sens, non pas comme un concept philosophique abstrait, mais comme une pratique quotidienne concrète pour ne plus jamais se sentir inutile. Nous arrivons au terme de ce voyage dans les profondeurs de ton être. Nous avons déconstruit ton passé, retiré le masque du faux self et commencé à dégeler tes émotions. Tu commences peut-être à sentir la vie circuler de nouveau avec ses douleurs et ses joies. C'est une victoire immense. Mais il reste un dernier piège, une dernière illusion qu'il faut briser pour ne plus jamais retomber dans ce gouffre. Cette illusion, c'est la quête du bonheur. On t'a répété toute ta vie que le but de l'existence était d'être heureux. On t'a vendu l'idée que le bonheur était un état permanent de confort, de plaisir et d'absence de soucis. C'est un mensonge. Le bonheur, tel qu'on nous le vend, est une émotion passagère, comme la météo. Chercher à être heureux tout le temps, c'est comme vouloir qu'il fasse soleil 24 heures sur 24. C'est impossible, et ce serait même destructeur, car sans pluie, rien ne pousse. Si tu fais du bonheur ton objectif principal, tu te condamnes à l'échec et au vide, car le plaisir s'évapore dès qu'on le consomme. Le véritable antidote au vide n'est pas le bonheur, c'est le sens. L'être humain n'est pas fait pour le confort. Il est fait pour le défi. Regarde autour de toi. Les gens les plus déprimés ne sont pas ceux qui se battent pour survivre, ce sont souvent ceux qui ont tout le confort matériel mais aucune raison de se lever le matin. Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu au camp de concentration, a découvert une vérité fondamentale au cœur de l'enfer. L'homme peut supporter n'importe quel comment s'il a un pourquoi. Ceux qui survivaient n'étaient pas les plus forts physiquement, mais ceux qui avaient un sens à leur souffrance, ceux qui avaient une tâche à accomplir, quelque à retrouver, une œuvre à finir. Le vide que tu ressens est ce que Frankl appelait le vide existentiel. C'est la maladie de ceux qui ont les moyens de vivre, mais aucune raison de vivre. Tu as la voiture, le plein d'essence, la route dégagée, mais tu n'as aucune destination. Pour trouver cette destination, il faut opérer une révolution copernicienne dans ta tête. Jusqu'à présent, tu te posais la question, qu'est-ce que j'attends de la vie? Tu as traité la vie comme un supermarché où tu viens chercher ce qui te plaît. Il faut inverser la question. La vraie question est, qu'est-ce que la vie attend de moi? Ce n'est pas à toi d'interroger la vie. C'est la vie qui t'interroge chaque jour, chaque heure. Elle te demande, tiens, voici une situation, voici un talent, voici un problème. Qu'est-ce que tu vas en faire? Quelle sera ta réponse? La responsabilité, c'est littéralement l'habileté à répondre, responsibility. Trouver du sens, ce n'est pas méditer sur une montagne jusqu'à l'illumination. C'est répondre concrètement aux appels de la vie.
C'est voir un besoin autour de toi et décider de le combler. C'est voir une souffrance et décider de la soulager. C'est voir du désordre et décider de créer de l'ordre. Le vide intérieur vient souvent du fait que tu es devenu un cul-de-sac énergétique. Tu consommes, tu manges, tu regardes des séries, tu scrolles, tu achètes. Tu prends, tu prends, tu prends. Mais rien ne sort de toi. L'énergie stagne et pourrit. Pour te sentir plein, tu dois inverser le flux. Tu dois passer du mode consommateur au mode créateur. L'être humain est un animal créatif. Nous sommes faits pour laisser une trace, aussi petite soit-elle. Cela ne veut pas dire devenir Picasso ou écrire un best-seller. Créer, c'est préparer un bon repas pour quelqu'un. C'est réparer un objet cassé. C'est écrire une lettre de remerciement. C'est jardiner. C'est éduquer un enfant. C'est bâtir une entreprise ou une communauté. Chaque fois que tu crées quelque chose qui n'existait pas avant toi, tu remplis le vide avec de la réalité. Tu prouves ton existence par tes actes. Le remède à la dépression est souvent l'action utile. Les mains occupées soignent la tête vide. Il y a un concept stoïcien magnifique appelé sympathia, la connexion mutuelle de toutes choses. Les stoïciens croyaient que nous sommes comme les abeilles d'une ruche. Une abeille seule ne peut pas survivre, et surtout, elle n'a aucun sens. Son sens vient de sa contribution à la ruche. Ton vide vient de ton isolement narcissique. Tu es trop focalisé sur ton petit moi, sur tes bobos, sur tes manques. L'enfer, c'est soi-même, disait le poète T.S. Eliot, quand on est enfermé en soi. Ouvre la porte, regarde les autres. Il y a tant de gens qui souffrent plus que toi, tant de causes qui ont besoin de tes bras et de ton cerveau. En te mettant au service de quelque chose de plus grand que toi, tu oublies tes névroses. Le paradoxe magique est le suivant. C'est en s'oubliant soi-même dans une tâche ou dans l'amour d'autrui que l'on se retrouve vraiment. Tu ne te sentiras jamais aussi plein que lorsque tu seras vidé de ton égoïsme pour aider quelqu'un d'autre. N'attends pas d'avoir trouvé ta grande mission de vie avec des majuscules et des trompettes. C'est un autre piège de l'ego qui veut un destin grandiose de héros de cinéma. Le sens se trouve dans les petites choses. Il se trouve dans la qualité de ta présence ici et maintenant. Il se trouve dans la façon dont tu dis bonjour à la boulangère, dans la patience que tu as avec tes enfants, dans le soin que tu mets à faire ton travail, même si ce travail semble modeste. Martin Luther King disait, « Si tu es balayeur de rue, balaie les rues comme Michel-Ange peignait des tableaux. » C'est l'excellence et l'amour que tu mets dans l'action qui lui donne son sens, pas la nature de l'action elle-même. Remplis chaque minute avec une intention. Ne subis plus tes journées. Décide de qui tu veux être dans la prochaine heure. C'est cela, reprendre le pouvoir. Enfin, pour sceller ce pacte avec la vie, il faut oser regarder la mort en face. Les stoïciens gardaient un crâne sur leur bureau, le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'était pas morbide, c'était un stimulant vital. Si tu savais qu'il te reste 1 an à vivre, te sentirais-tu vide? Non, tu serais pressé. Tu voudrais dire aux gens que tu les aimes, tu voudrais voir la mer, tu voudrais finir ce projet qui traîne. Tu serais rempli d'urgence et d'intensité. Le vide est un luxe de ceux qui croient qu'ils ont l'éternité devant eux. Tu n'as pas l'éternité. Ton temps est un sablier percé. Chaque grain de sable qui tombe est perdu à jamais. Utilise cette conscience de la fin pour allumer le feu du commencement. La mort est ce qui donne du prix à la vie. Ne gaspille pas ce miracle à te demander si tu es assez bien. Tu es là, tu respires, c'est suffisant. Tu as maintenant toutes les cartes en main. Tu as compris que le vide venait de la négligence de tes émotions, de ton masque social et de ton manque de contribution. Tu sais que tu dois reconnecter avec ton corps, poser des limites et te mettre au service de la vie. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours de rechute, des jours de doute où le vieux vide tentera de revenir. C'est normal. Ne te juge pas. Reviens simplement à la base, respire. Ressens, agis. Ne laisse plus personne te dire qui tu dois être. Ne laisse plus la société te dicter tes désirs. Tu es le seul capitaine de ton âme. Le trou dans ta poitrine n'est pas une tombe, c'est un jardin en jachère. Il attend que tu y plantes des graines. Alors, lève-toi, éteins cet écran. Regarde le monde. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin de ce que tu as à offrir. Il y a une tâche qui porte ton nom. Va la trouver. Va vivre. Pas demain, pas un jour. Maintenant, la vie est courte, mais elle est large pour celui qui ose l'embrasser. Remplis-la.